à tous. Alors, il me semble qu'au niveau du son, nous sommes peut-être plus c'est un peu moins fort que ce que c'était tout à l'heure, donc ça me semble bien. J'ai la joie donc de présenter la première table ronde de cette soirée sur Aimer la France et la faire aimer, avec deux intervenants de grand renom que je suis très honoré, que nous sommes très honorés d'accueillir ce soir. Tout d'abord Yves Roucaute, qui est agrégé de philosophie et de sciences politiques, professeur à la faculté de droit Paris 10, auteur de nombreux livres que je ne citerai pas tous, mais notamment d'un éloge du mode de vie à la française, publié en 2012 aux éditions du Rocher. Et l'éloge du mode de vie à la française, comme vous le comprenez, il s'agit d'un acte d'amour posé à la France, offert à la France, et nous aurons l'occasion d'en parler. Ensuite, M. Jean Sévillia, qui est écrivain, journaliste, rédacteur en chef au Figaro Magazine, auteur lui aussi de très nombreux livres, et un en particulier qui nous intéresse ce soir, qui est l'histoire passionnée de la France chez Perrin en 2013. Voilà, avec ces deux intervenants, nous allons donc pouvoir creuser ce que signifie aimer la France sous un premier angle. Et ce premier angle sera essentiellement qu'est-ce que la France? Puisqu'il s'agit de l'aimer, eh bien intéressons-nous un instant à l'objet qu'on est censé aimer et que nous avons tous beaucoup de joie à aimer. Et je vais commencer avec une citation, je vais vous donner deux citations très différentes. La première vient d'un bord politique et l'autre d'un autre bord politique. La première vient de Jacques Bainville et il s'agit d'une citation de son Histoire de France qui dit que la France c'est mieux qu'une race, c'est une nation. Et si on s'intéresse à ce que les grands penseurs de la France ont légué de compréhension de ce qu'est une nation, eh bien on arrive très naturellement à quelqu'un qui vient plutôt d'une tradition de gauche et non plus d'une tradition de droite, et c'est moins qu'on puisse dire pour Jacques Bainville. Il s'agit de Renan, et donc Renan considère que la nation repose sur deux piliers. Le premier, c'est le passé. Je le cite, il faut que, pour faire une nation, nous soyons riches d'un legs de souvenirs communs. Et ensuite, la deuxième chose, c'est un rapport au présent, la volonté de continuer à faire valoir cet héritage reçu. Et synthétiser ce rapport au passé et au présent en disant que la nation est un principe spirituel. Ça paraît très fort aujourd'hui d'entendre principe spirituel, néanmoins ça dit quand même quelque chose de la manière dont la nation nous plonge à l'intersection d'une histoire qu'on reçoit et d'une histoire que l'on veut construire. Alors je n'en dirai pas plus et je vais donner la parole à nos deux invités. Donc tout d'abord à Jean Sévillia. Monsieur Sévillia, pour vous, la France est-elle d'abord une histoire ou d'abord un projet? Alors je vais faire comme les colleurs en classe préparatoire, vous avez 10 minutes. La France est d'abord une histoire et c'est parce qu'il y a l'histoire que ce projet est possible, parce que la France est aussi un projet. C'est la palissade. Alors l'histoire, c'est évident. Je souscris personnellement à la définition de Bainville. Il n'y a pas une ethnie française, la France n'est pas une race, c'est une nation. Qu'est-ce que c'est qu'une nation? C'est une communauté politique qui s'est forgée dans la durée. Cette communauté est une des plus anciennes de l'Europe occidentale et même du monde en général. L'ensemble français est né symboliquement il y a 15 siècles. On retient toujours le nom de Clovis. Clovis, c'est la France avant la France n'existait pas. Mais enfin, on retient que ce point de souveraineté qui s'accroche autour d'un nombre de personnages et de dates, Clovis, Charlemagne, les Capétiens, etc., va construire sur un processus qui est long, qui est le processus de 5 à 6 siècles, un ensemble politique qui a sa cohérence et sa conscience schématiquement autour du XVe siècle. Au moment de la guerre de 100 ans, plus exactement à la fin de la guerre de 100 ans, les Français, bien qu'on soit encore dans un monde féodal, ont conscience d'appartenir à un ensemble qui s'appelle la France, et qui est un royaume évidemment, puisque cette notion est alors inséparable d'une fidélité dynastique, d'une fidélité royale. La France est née royaume, c'est un fait d'histoire. Cet ensemble politique va être transmis et la Révolution va en hériter et va le transmettre aux régimes successifs, l'Empire, les républiques.
il est très frappant de constater, à mon sens, sur un plan de l'histoire longue, qu'au-delà des ruptures fortes de notre histoire, et notre histoire est pleine de ruptures, eh bien, il y a des continuités qui sont tout à fait étonnantes et qui sont frappantes, qui, à mon avis, donnent son sens à l'ensemble français et sa spécificité. Je pense que nous sommes une nation très politique, en ce sens que nous avons été construits par l'État. L'Allemagne s'est construite autour d'une culture, autour d'une langue, l'Angleterre s'est construite par son insularité, la France s'est construite par son rapport à l'État. Ça a été l'État capétien, mais l'État capétien, au fond, a transmis un nombre de pouvoirs régaliens, au-delà de la rupture de la Révolution, à l'État révolutionnaire, qui lui-même l'a transmis à l'État impérial, qui ensuite l'a transmis à la République, etc. Ce rapport à l'État est très fort et, à mon sens, explique une grande partie du malaise français d'aujourd'hui, puisque nous ne savons plus exactement où sont les limites de l'État, dans la mesure où entre la mondialisation, une construction européenne dont les contours sont un peu flous, en deçà, un dépouillement par les régions d'un certain nombre de prérogatives qui étaient des prérogatives de souveraineté, eh bien, il y a un trouble autour de ce qui nous guidait, qui est l'État, et à mon avis, c'est un facteur explicatif fort du malaise français. La France, c'est donc un État qui règne sur un territoire, c'est évidemment aussi une culture, mais tout ça, ce sont des acquis de l'histoire. Ce n'est pas simplement la langue, les Belges ou les Genevois parlent français, ils ne sont pas français pour autant. Le facteur religieux qui aujourd'hui est largement nié a joué un rôle dans notre histoire. Nous sommes une nation de culture chrétienne, majoritairement, et nous restons aujourd'hui encore, en France, un pays de peuplement chrétien et même de peuplement catholique. C'est un fait statistique avéré. Maintenant, l'unité spirituelle, l'unité religieuse du pays a volé en éclat dès les guerres de religion, c'est-à-dire dès le XVIe siècle, et puis sous le domaine de la sécularisation qui s'est développée au XIXe puis au XXe siècle, puis la laïcité, etc. Il y a eu deux Frances, une France chrétienne et une France antichrétienne, qui tous les deux sont longtemps combattus et d'une certaine manière, sous des formes détournées aujourd'hui, transposées sur d'autres plans, se combattent encore, mais qui tous les deux sont une facette de la France. Ça fait partie de notre histoire aussi. La conflictualité est inscrite dans notre histoire. Nous sommes un pays de conflit et non pas un pays de compromis. Nous sommes même parfois, et c'est là où ça devient extrêmement dangereux, nous sommes chez nous, le conflit peut tourner à la guerre civile. C'est aussi un fruit de notre histoire. Nous sommes un pays où la violence peut éclater de façon extrêmement redoutable et sans qu'on s'y attende. Les esprits aigus et conscients savent que ça peut survenir, mais ils sont rares, y compris dans la classe politique, malheureusement. Voilà. Tout ça, ce sont des acquis de notre histoire. Je ne voudrais pas dépasser les 10 minutes que vous m'avez accordées. J'en ai déjà... Bon, il en reste quelques-unes. Je disais, oui, ces conflictualités existent. Je dirais donc la conflictualité, le débat autour de la question religieuse qui n'est pas mineur, parce qu'il y a tout un... Aujourd'hui, il y a une surinterprétation du concept de laïcité qui voudrait gommer dans la société, faire passer de la laïcité, on parle de laïcité de l'État à une laïcité de la société, à mon avis, est une impasse. Et cette impasse rebondit de façon très forte à propos du débat de la question sur la place de l'islam en France, qui est une religion particulièrement rétive à cette conception qui voudrait que la religion ne s'exprimera jamais dans l'espace public. Voilà. Alors, nous sommes tissés, pardon, je veux dire, nous sommes un pays cicatrisé, couturé de contradictions, de conflits. La difficulté de gouverner en France, c'est qu'on a, par définition, pour faire très simple et très court, quand on gouverne, on a 50% de la nation contre soi, ou 5 qui voilà. Alors, tout le pari et des moments apaisés de notre histoire, les moments les plus forts de notre histoire, c'est quand, quelle que soit la forme institutionnelle trouvée d'ailleurs, au-delà des régimes qui se sont succédés, c'est quand l'État parvient, de par ses forces ou par la personnalité de ceux qui l'incarnent, à représenter une légitimité qui parvient non pas à effacer ces conflictualités, mais à les dépasser, à les subsumer en quelque sorte,
à partir de cette synthèse, une synthèse nationale, eh bien, on peut écrire des grandes pages d'histoire. Là, l'histoire de France est une très grande histoire. C'est une histoire qui peut embrasser et appeler à choix des gens d'origine extrêmement diverses par leurs origines, couleur de peau, mais je n'aime pas ce concept-là précisément, origine sociale, origine religieuse, origine nationale. Il reste qu'il y a un fait majoritaire français qu'il faut prendre en compte, et je crois que ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Je veux dire, la France est un pays, historiquement un pays de peuplement de type européen, autour duquel, mais à partir de cet ensemble-là et de culture chrétienne, mais à partir duquel on peut embrasser et faire épouser à l'idée française des gens venus totalement d'ailleurs. Ça suppose qu'ils aiment, qu'ils acceptent cet héritage, ça suppose que cet héritage aussi leur laisse, je dirais, leur espace qui peut-être soit privé, soit un peu public, pour respirer, parce qu'il ne faut jamais renier ses ancêtres, ça n'est pas bien, d'abord, c'est pas moral, donc on n'a pas à rougir, mais le tout est trouver le bon équilibre entre, je dirais, une unité nationale qui serait une prison où personne n'aurait son espace, et un éclatement qui est celui malheureusement auquel on assiste aujourd'hui, où la nation n'est plus une sorte de coagulation, de communauté, ce qui, au regard de la conflictualité que j'évoquais, est extrêmement périlleux. Voilà. Donc je termine en une seconde. Je crois en la vertu de la nation, de la patrie, comme force intégratrice, mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur du mot nation. Sinon, c'est se lancer dans des jeux politiciens et abandonner un mot à... Bon, on ne va pas entrer dans cette dialectique-là, donc c'est un mot qui appartient à tous les Français, mon nation, la patrie aussi. Il faut ne pas avoir peur de la patrie et de la nation, il faut les aimer parce que c'est notre héritage, mais il faut prendre cet héritage pour construire un avenir. Cet avenir ne s'écrira jamais parce que c'est dans notre histoire sans un État qui assume la totalité de ses missions. Merci beaucoup. Il me semble que tout à l'heure nous pourrons revenir sur cette idée de la place de l'État et également l'idée de nation, car souvent dans une vulgate ambiante, dans une espèce de prêt-à-penser, on oppose nation et république. Nation semblant plus porteur d'exclusion, et République censée être justement la qualité intégratrice de la France. Alors que précisément, et ça je le dis avec mes propres convictions, qui je pense ne peuvent pas tout à fait s'opposer aux vôtres en la matière, eh bien la nation française porte en elle-même, et au-delà du simple cadre républicain, qui est le cadre actuel, et qui est un cadre extrêmement porteur bien sûr, mais la République est un fruit de la nation, justement. Donc elle portait en elle-même cette propension à l'universalité, cette ouverture. La nation n'est absolument pas en France un principe de fermeture. Une fois vu tout cet aspect historique qui a été retracé avec beaucoup de densité et de passion par M. Sylvia, il me semble qu'on peut s'intéresser, et là on reprend un peu la dialectique passé et présent de Renan, on peut s'intéresser à ce qui aujourd'hui fait un mode de vie français. Qu'est-ce que le mode de vie français et qu'est-ce qui est particulièrement aimable dans ce mode de vie? Alors, vous voyez, M. Roucotte a apporté son livre, donc vous pouvez voir qu'il est même sous-titré The French Way of Life, donc quelque part un mode de vie concurrent à celui proposé par nos voisins lointains transatlantiques. Alors nous vous écoutons, M. Roucotte, pour savoir comment être français, non plus comment être persan. Oui, en fait, je vais sans doute revenir un peu sur ce qui vient d'être dit. D'abord, je voudrais vous remercier, vous allez voir que c'est déjà dans le sujet. Je voudrais vous remercier de m'avoir invité. Le sens commun, je trouve que c'est assez chouette. Aristote disait que le sens commun se trompe moins souvent qu'on ne le croit, et Thomas d'Aquin avait repris cette idée-là. Et en effet, au fond, le sens commun sur l'identité des valeurs françaises, c'est, j'ai envie de dire, presque le domaine de l'évidence. C'est-à-dire que c'est du domaine où, au fond, le français, globalement, sait ce que ça veut dire être français. Il sait ce qu'est son identité. Je ne pense pas que les Français aient des problèmes vis-à-vis de leur identité, contrairement à ce que je dis parfois. Je pense qu'à l'inverse, il y a des problèmes des élites politiques
à se mettre en conformité avec cette évidence de la nation française. Alors, on y reviendra après, parce que je voudrais revenir sur un deuxième sujet, mais ça revient un petit peu dans le même genre. Olivier, tu as eu la gentillesse de m'inviter un peu après que j'ai écrit le discours de Claude Guéant sur l'inégale valeur des civilisations. En tout cas, c'est ce qui avait été traduit ainsi par la presse. Et justement, je reviens sur le sens commun et cette idée de la civilisation, et de civilisation française. Je suis assez surpris et assez surpris de voir qu'on oublie quelque chose de simple, très simple. La vérité est souvent très simple, que ce soit en sciences physiques, en mathématiques ou en sciences, entre guillemets, sciences politiques. Elle est assez simple. Je suis assez surpris de voir qu'on ne saisit pas qu'il y a quelque chose dans la nation française qui est tellement spécifique que tout le monde, y compris les non-français, le voient. C'est-à-dire que cette visibilité de la nation française, elle apparaît à tous. Alors elle apparaît à tous, pourquoi? Pour ça que j'ai un peu rebondir. Alors je ne sais pas si je réponds peut-être à votre question, mais je suis souvent comme ça, je ne sais pas si je suis souvent un peu impertinent. Et justement, moi, ce qui me frappe, c'est que la France, elle a inventé quelque chose. Elle a inventé quelque chose qui est absolument extraordinaire. C'est ce qu'on appelle la nation civique. J'insiste là-dessus parce que c'est la clé de la question des valeurs. C'est la clé de la question du mode de vie à la française. La nation civique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est possible de construire des nations sous une forme ethnique, c'est-à-dire sous la forme du droit du sang, sous la forme de entre guillemets, race, ethnie, on se moque un peu des mots ici, mais on sent bien ce que ça veut dire. Parce que la plupart des nations sont fondées ainsi. Et celles qu'on a voulu contraindre souvent autrement, bien, elles se déchirent et on le voit. La nation française, c'est un truc absolument dément. Je trouve ça absolument prodigieux. À chaque fois que je travaille avec ça, je me dis, mais c'est quand même incroyable ce que nous avons légué à l'humanité. Ça veut dire qu'à un moment donné, alors en fait, dans les tribus gauloises, ça existait déjà un peu, dans certaines tribus gauloises, où on faisait des mélanges, les Saliens par exemple, qui faisaient des mélanges, enfin, qu'importe. Il y avait déjà mais la révolution Clovis, c'est pour ça qu'on parlait de Clovis tout à l'heure, Charles de Gaulle disait que Clovis, au fond, c'est un peu l'origine de notre affaire française. Et je crois que c'est assez vrai. Clovis, il fait un truc dément, il dit voilà, il est interdit de se marier entre francs. C'est interdit. Pas compliqué, c'est interdit. Chemin faisant lui-même se marie avec une Burgonde, et il se passe quelque chose de... Alors, il y a un de ses fils qui va rompre cette affaire, mais tous les autres vont continuer, jusqu'à Frédégonde qui va se marier avec son petit-fils, et qui va permettre d'ailleurs ce mélange absolument incroyable, des Visigoths, des Burgondes, des Francs, des Gallo-Romains, Gaulois, comme vous voulez, tout ça va être mélangé. Ça va être mélangé autour de quoi? Alors, on ne parle pas de nation encore, parce que le concept de nation est un peu plus tardif, mais en fait, le concept est tardif, mais la réalité, elle est déjà là. Nation, nasci, ça veut dire naître, là où on est. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, ça signifie que je suis François, puisque bientôt on va appeler ça les François, je suis François parce que je suis adhérent, dans mon imaginaire, à des valeurs communes, des valeurs, pas un sang, des valeurs communes. Ça, c'est la grande révolution française. Ça va permettre de développer quelque chose qui est une sorte de monstruosité, absolument, enfin un hybride, on dirait une sorte d'être hybride qui est la nation française, qui fait que si vous êtes français, c'est que vous participez à des valeurs communes. Alors, c'est trop abstrait, il va être un peu plus concret. C'est quoi ces valeurs communes? C'est quoi ces valeurs communes? C'est important de le dire parce que dans les années 60, on a assisté précisément, d'où d'ailleurs lorsqu'on a fait le discours sur les civilisations, à ce tollé à gauche, où on est traité de nazis sous prétexte qu'on avait dit que toutes les civilisations ne se valaient pas, sous prétexte qu'on avait dit que les civilisations qui respectaient les droits de l'homme, l'égalité entre l'homme et la femme, étaient supérieures aux civilisations qui, comme dans la Corne d'Afrique par exemple, organisent l'ablation du clitoris, organisent l'enfermement des femmes, ou comme les anciennes civilisations Maya, Aztèques, Incas, vous avez du sacrifice humain. Songez que les Incas, pour faire pleuvoir par exemple, on prenait les enfants, on les torturait, il ne fallait pas qu'ils meurent parce qu'il fallait qu'ils pleurent pour que la pluie vienne, ou alors on faisait dégouler du sang du haut des pyramides jusqu'en bas, il fallait qu'il y ait assez de sang pour qu'on ait de bonnes récoltes. Bien, ce monde-là, moi je pense qu'il est moins, il a moins de, il est entre guillemets inférieur, mais de quel point de vue? Et tout est là, et c'est pour ça que les socialistes ne peuvent pas comprendre, en tout cas certains, de quel point de vue il est inférieur. Du point de vue des valeurs de la France. C'est quoi ces valeurs de la France? Ces valeurs de la France, c'est quelque chose d'assez incroyable. Là encore, c'est quelque chose que moi j'adore en France. Pourtant, je sais, si je voyage dans le monde entier pour faire des conférences, pour
voilà, et Dieu sait, voilà. Mais qu'importe, ce que je trouve, ces valeurs, c'est des valeurs universelles. Elles sont judéo-chrétiennes. Ça veut dire quoi, judéo-chrétienne? Ça veut dire que le samedi, en France, on appelle ça samedi. Ça veut dire jour de Shabbat. Dimanche, on appelle ça dimanche. On n'appelle pas ça samedi, Sunday. On n'appelle pas ça le jour du soleil. Parce qu'on a liquidé cette affaire. On appelle ça dimanche, c'est le jour du Seigneur. Ça veut dire que dans notre chair, dans notre vie quotidienne, nous avons intégré quelque chose qui est cette tradition judéo-chrétienne. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette tradition judéo-chrétienne? Elle dit, voilà, être français, ça veut dire que vous... Alors bien sûr, ça ne s'est pas fait en un jour, ça s'est fait au cours des siècles, comme le disait notre ami tout à l'heure. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous partez du principe que... c'est pas un principe, c'est une loi morale, c'est pas un principe. Par contre, ça c'est une discussion. Vous partez d'une loi universelle, d'une loi morale qui dit que, eh bien, la dignité humaine est quelque chose qui est absolument non seulement un droit, mais aussi un devoir. Je dis mais aussi un devoir. C'est pas simplement les droits de l'homme qui commencent à surgir, c'est aussi les devoirs de l'homme. C'est quelque chose de très important. Ça signifie que, je reprends cette idée qu'on trouve dans je suis désolé, je suis de théologie, mais 2 secondes, seulement 2 secondes, je vous promets, j'aime bien la théologie, c'est pour ça que là je vous prends peut-être 2 secondes. Dans la Genèse, il est dit, Dieu crée le monde, et puis il dit, voilà, c'est bien, c'est super, lui, il est content, lui, c'est bien. Et puis ensuite, il crée l'humain, Adam, l'humanité, et il dit, ceci est très bon. Mais attendez, si ceci est très bon, si Eva, l'amour, permet d'enfanter quelque chose de très bon, alors ça signifie que ces humains qui sont là, qui sont faits à la gloire de Dieu, nous avons non seulement le droit, mais le devoir de les protéger. Ça signifie que nous héritons d'une tradition où la question de la propriété de mon corps, c'est pas pour rien que la France est le premier pays du monde, je le rappelle, à avoir aboli l'esclavage sur ses terres, dès le 7e siècle et surtout en 1315, on a interdit l'esclavage sur nos terres. C'est pour ça que quand l'esclavage s'est développé en Guadeloupe, en Martinique, etc., eh bien, ils ne voulaient pas, les propriétaires d'esclaves, les faire revenir sur le territoire français parce que ces terres étaient des terres francs, libres. Et donc, je reviens sur notre affaire. Ça veut dire que si Dieu a créé l'humain libre, s'il avait créé dans les fers, il aurait créé des chaînes. C'est pas le cas, donc il l'a créé libre. S'il a voulu créer les femmes inférieures aux hommes, ou le contraire, ce serait mieux dans sa création. C'est pas ce qu'il a fait. Donc nous sommes créés avec une conscience libre, un corps dont nous sommes les propriétaires, et ce que nous faisons avec ces corps, c'est-à-dire le travail qui nous permet de transformer le monde, parce que Dieu nous dit transformez le monde, je vous le rappelle, prenez-le, hein, il est à vous, c'est toujours, je fais les 2 premières pages de la Genèse, je ne suis pas plus loin, ne vous inquiétez pas, je n'irai pas plus loin. Eh bien, ça signifie que c'est à nous aussi, c'est notre propriété, c'est notre droit. Et c'est le devoir de protéger ce droit. Quel est le rôle de l'État? Le premier rôle de l'État, c'est de protéger ce droit naturel. C'est son premier boulot, son premier job. Lorsqu'une femme est mise enfermée en France, eh bien le job de l'État, c'est de l'interdire. On n'est pas dans le relativisme moral des années 70. Ça signifie que quand une population vient en France, si elle participe de ces valeurs universelles, si elle les partage, welcome au club. Mais si des gens se figurent qu'ils peuvent venir sur notre territoire en violant ce droit naturel, alors je suis désolé, nous sommes obligés, pour protéger ce droit naturel, d'organiser la répression. Ça veut dire que le principe d'intégration, la fameuse politique d'intégration des années 60, est une politique fausse. Elle est peut-être adaptée à certaines autres nations, mais pas à la nation française. La nation française, ça veut dire assimilation des valeurs. C'est donc nécessairement une politique d'assimilation. Ou vous êtes pour une politique d'assimilation des valeurs, ou vous êtes contre la France. C'est quelque chose de fort. Ça veut dire que le relativisme est interdit. Ça veut dire qu'il y a aussi du bien et du mal. Le bien, c'est la défense de ces dignité humaine. Le mal, c'est la violation de cette dignité humaine. Je sais ce que c'est que le bien. Je me fais un bobo, c'est du mal relatif. C'est pas grave, même si de quelle chance ça emporte ma vie. Ce n'est pas le mal moral. Mais le mal moral,
Thomas d'Aquin avait dit, Saint-Augustin avant lui, je sais ce que c'est. C'est ce qui met en cause, ce qui viole la dignité humaine et donc ce droit naturel. Et vous voyez, j'ai pris trop de temps, j'arrive 2 minutes. Le mode de vie à la française, il est génial. Mais les gens le savent. Vous avez un dîner chez vous demain ou après-demain. Allez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre une nappe blanche, souvent claire. Elle va être pliée au milieu. Pourquoi? Parce que, vous allez voir, c'est la communication autour, la communion autour de la table. Vous allez mettre du pain, vous allez partager le pain. Vous allez mettre du vin, vous allez partager le pain. Vous allez partager le pain et le vin. Qu'est-ce que vous allez faire encore? Vous allez précisément donner. Vous avez une fête, vous avez un mariage demain ou après-demain, vous allez voir. Vous allez donner du champagne, vous allez le faire couler à flot, vous allez donner. Pourquoi? Mais parce que dans le monde chrétien, on doit donner. Dans le monde chrétien, c'est pas simplement, contrairement à ce que pensait Mauss, du don contre don. Dans le monde chrétien, c'est du don sans contre-don. Pourquoi est-ce que la France a inventé les French Doctors? Pourquoi est-ce que la France a inventé cette nécessité de défendre l'humanité de l'homme partout dans le monde? Pourquoi est-ce que la France a inventé l'idée que tous ceux qui sont persécutés peuvent venir sur son territoire pour y être hébergés? Mais parce que nous sommes réellement la nation de ces valeurs universelles. Parce que notre mode de vie à la française, c'est de dire aux juifs, tu as le droit d'être juif. Aux musulmans, tu as le droit d'être musulman. À tout le monde, vous avez le droit. À l'hindouiste, on n'en parle jamais, je ne sais pas pourquoi. Au bouddhiste, je ne sais pas pourquoi on n'en parle jamais. À l'hindouiste, au bouddhiste, aux confucéens, on leur dit, vous avez le droit d'être ce que vous êtes. À une condition. À une condition. C'est que vous respectiez ces valeurs universelles. Et alors, vous pouvez ne pas prendre de porc, vous ne pouvez ne pas prendre de vin. Ça n'a aucune importance. Simplement, nous sommes le pays de la fraternité. La fraternité, c'est une affaire qui est venue assez tardivement au 19e siècle. Vous savez, c'est pas la Révolution française qui a fait ça. Hein, c'est liberté, égalité, fraternité, c'est arrivé après, en 1830, qu'importe. Mais 48 après, rebelote. 48, bref, c'est quoi la fraternité? Et ça veut dire, aimez-vous les uns les autres. Mais aimez-vous les uns les autres, c'est dans le Lévitique. C'est repris ensuite dans les évangiles. Et c'est même plus que ça, c'est aimez-vous les uns les autres, dit le Christ, comme je vous ai aimé. Mais ça veut dire quoi, comme je vous ai aimé? Le Christ sacrifie son Fils pour l'humanité de l'homme. Et vous, Français, qu'est-ce que vous êtes capables de sacrifier pour l'humanité, pour la charité? On en reste sur cette question. Voilà, c'est cela, la France pour moi. Alors, ne répondez pas avec mon mot. Ne répondez pas avec mon mot. On va prendre 3 minutes, montre en main. Donc on a dit que la France, si je synthétise, c'était une construction qui était avant tout politique, une volonté de construire un ensemble autour d'un État fort, d'abord royal, puis républicain. On a dit que c'était un certain rapport à la tradition judéo-chrétienne qui passe par un sens de l'homme, un sens de l'universalité du droit naturel, repris sous une forme, disons, plus laïque dans les droits de l'homme. La laïcité, c'est unique. La laïcité, c'est chrétien, je le rappelle. Rendez à César. Ce qui est à César et Dieu ce qui est à Dieu. Alors, si on regarde ça, et aussi la transmission d'ailleurs de ce qu'a fait la France, qui est une nécessité pour que la France continue, est-ce que l'un et l'autre, en 1 minute chacun, et je serai intraitable sur le temps, en commençant par M. Sévilla pour garder l'alternance, vous auriez, si vous... Alors, M. Sévilla comme M. Rocco ne sont pas des personnalités politiques, au sens qu'ils ne sont pas dans un cadre partisan, mais imaginons que vous ayez l'oreille des grands de ce monde, ce qui est peut-être déjà le cas. Là, on l'a. Alors, qu'est-ce que vous conseilleriez en un point concret de réforme, qu'il s'agisse d'une réforme éducative ou autre? Ça peut être dans le rapport à l'État, dans tout un tas de choses. En 1 minute, une réforme concrète du côté de M. Sévilla et 1 minute, une réforme concrète du côté de M. Roucout. La concrétude, bien sûr, c'est à vous de donner le degré. Je prendrai juste un thème qui m'est cher et qui est lié à mes activités d'écriture notamment. Je referai de fond en comble l'enseignement de l'histoire à l'école. En faisant les programmes et les manuels, et les en faire non pas par des idéologues, pas pour faire de l'idéologie à l'envers et des mensonges à l'envers, mais pour faire une histoire scientifique, authentique, mais qui permettent aux petits enfants qui sont élevés sur notre territoire, d'où qu'ils viennent, à apprendre la communauté à laquelle ils appartiennent, soit par héritage
lointain de leurs aïeux, soit par arrivée récente, qui est la France. Il n'est pas honteux de vouloir que l'histoire de France apprenne, ou que l'histoire apprenne aux enfants à aimer la France. Une minute. Première mesure, contraindre toutes les écoles à apprendre la Marseillaise aux enfants. Deuxième mesure, salut au drapeau au moins une fois par an. Je suis sidéré, je vais dans le monde entier faire des conférences. Je suis encore allé à Bogota, en Colombie. Mes amis me disent, mais pourquoi vous faites jamais de salut au drapeau? Personne ne comprend cette affaire. Donc obligation, au moins une fois par an, de salut au drapeau dans les écoles. Et la troisième chose, je voudrais que si les politiques arrivent à un moment donné à être moins autistes, qu'ils comprennent que quand on a des affaires comme Daesh et ce que vous avez indiqué tout à l'heure, ce que votre ami a dit tout à l'heure, de cette menace en France, il est aussi nécessaire de faire de la prévention, bien entendu, mais la répression, si elle fait aussi partie de la prévention, il ne faut quand même pas oublier ça. Et moi, je serais pour qu'on fasse un Patriot Act à la française, de façon à ce que, concrètement, ceux qui reviennent de Syrie, qui reviennent d'Irak, qui ont combattu avec nos ennemis, eh bien, soient mis en détention, le cas échéant, définitive, en tout cas le temps qu'il faut, de la même façon qu'en France, ceux qui sont complices, si nous sommes en guerre, ils sont complices parce qu'ils sont victimes, ça veut dire que ce sont des actes de trahison. Et bien très concrètement, je pense qu'il faut prendre des mesures claires. Les Français les attendent pour éviter précisément ces gens-là. Je ne dis pas que ça suffit, mais en tout cas, moi, c'est les trois mesures qui me viennent à la tête comme ça spontanément et je n'ai pas du tout réfléchi. Merci beaucoup à M. Sevilla et à M. Rouquette pour leur intervention.